Mais merci beaucoup de cette introduction très chaleureuse. C'est vraiment agréable d'être ici aujourd'hui à Montréal. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai des racines de famille ici, alors ce n'est pas seulement le centre financier, c'est une place où je me retrouve des fois en famille. J'aimerais parler aujourd'hui d'une grande force financière qui agit sur nous tous, qu'on soit investisseur ou emprunteur. Cette force est la liquidité financière sur toutes ses formes. Et à l'heure actuelle, elle est en train de changer de façon importante. En plus de toutes les forces que vous avez mentionnées, il y a ça. Et c'est vraiment important. On ne le réalise pas toujours, mais on est tous concernés par la liquidité. Si on est chef d'entreprise, on dépend de la liquidité de financement pour pouvoir avoir un accès fiable à des fonds. Si on est investisseur en bourse ou dans les obligations de société, on compte sur la liquidité pour pouvoir acheter ou vendre des actifs rapidement sans avoir des mauvaises surprises sur le prix. Et c'est exactement la même chose si on met son épargne dans un fonds commun de placement qui garantit l'accès à ces économies en tout temps. De mon côté, de mon point de vue, comme dirigeant d'une banque centrale, je veux qu'il y ait le bon montant de liquidité au bon prix. Et pourquoi? Mais c'est parce que comme ça, le système financier peut continuer à fonctionner sans problème dans l'intérêt des entreprises et les ménages. Et ça aide aussi nos mesures de politique monétaire à obtenir l'effet prévu pour atteindre le cible d'inflation, qui est notre cible. Alors, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de la situation de la liquidité dans le système financier. D'abord, je vais revenir sur la crise financière parce qu'il y a des leçons importantes à tirer quant à la liquidité. Et je verrai ensuite le tour des réformes financières appliquées au Canada et ailleurs pour améliorer le système financier et les implications pour vous. Je finirai en dévoilant les prochaines mesures prévues par la Banque du Canada pour assurer le bon fonctionnement et la solidité du système financier. Alors, comme vous savez tous, les origines de la crise remontent à l'époque où la liquidité donnait l'impression d'être partout. Souvenez-vous en 2006, quand c'était plutôt facile pour les entreprises d'emprunter et pour les ménages d'obtenir un prêt hypothécaire. Et les institutions financières, surtout aux États-Unis, mais un peu partout, voulaient tellement augmenter leurs profits avec leurs offres de crédit qu'elles ont commencé à regrouper les prêts hypothécaires et à les titriser. Et ces titres permettaient de répondre à la demande des actifs. Et ces actifs étaient soi-disant sûrs et ces actifs offraient un rendement plus élevé. Et on se rappelle tous que la situation s'est dégradée en 2007. Le Canada avait un système financier solide, mais tout de même, nous avions connu des problèmes. Le marché canadien pour le papier commercial non bancaire adossé aux actifs, le ABCP en anglais, valait plus de 32 milliards de dollars. Et pendant l'été de 2007, le marché pour ce papier commercial s'est retrouvé paralysé. Les entreprises dont le financement dépendait justement de ce marché en ont payé le prix. Et les investisseurs, comme certaines grandes entreprises québécoises, ont été privés de marché pour ces titres. Et c'est sûr qu'on avait des doutes sur la qualité de ces actifs sous-jacents, mais le manque de liquidité a vraiment empiré les choses et a propagé une crise à haut marché. Et le manque de transparence sur ces actifs et les lacunes de facilité de trésorerie n'ont rien fait pour aider. Ironiquement, quand on regarde maintenant, les actifs sous-jacents du papier commercial canadien étaient finalement d'assez bonne qualité. Et ça veut dire que les coûts pour les investisseurs découlaient en grande partie du gel de marché. Beaucoup de gens, les entreprises touchées, le fédéral, les provinces, la Banque du Canada,
ont dû travailler très fort pour négocier l'accord de Montréal. Souvenez-vous. Mais là, cet accord prévoyait un moratoire et un nouvel échelonnement des paiements, en plus d'une protection pour des petits investisseurs. Et je sais que Monique Jérôme-Forger, qui est à la table d'honneur, elle a joué un rôle important, essentiel dans le groupe qui s'est donné tant de mal pour limiter les dégâts. Et il y a sûrement d'autres gens ici qui ont été impliqués. I chose this example because we're in Montreal, but there are plenty more that show that liquidity can evaporate very quickly and without reasons that are very evident at the time. But it was clear in 2008 with Bear Stearns and Lehman Brothers that when liquidity does disappear, everybody can feel the consequences, and they're very expensive. The fallout from the crisis, because of the credit and liquidity issues, is estimated to have cost the world economy more than $10 trillion in lost output. That's a lot. So it's just not surprising that a lot has been done, both in Canada and globally, to respond to the lessons taught by the crisis. The goal here is to strengthen the world's financial system so it functions well and reduces the cost and chances of any future crisis. And it also makes sure that taxpayers, like you and me, won't be on the hook for any cost of any future turmoil. So let me mention some of the most important reforms, because they're all affecting you in some way, and I'm going to explain that. Internationally, policymakers gathered at the Basel Committee on Banking Supervision to establish some new regulatory standards. It's called the Basel III package, fondly by some and not so fondly by others, but it's perhaps the best known for its regulations that determine how much capital banks need to have. And I don't know about you, but I never would have thought in 2006 that by today, banks globally would have doubled their Tier 1 capital. By the end of all this, so when it's fully implemented, it will be more than tripled. And the Canadian banks have been at the forefront of this effort. Les nouvelles normes de liquidité sont tout aussi importantes. J'ai eu l'honneur de présider le groupe de travail de base sur la liquidité et ensemble, nous avons établi deux normes. Le premier, c'est le ratio de liquidité à court terme, des LCR en anglais, qui oblige les banques à avoir assez d'actifs liquides pour répondre à une période courte de tension. La deuxième norme, qui est le ratio structurel de liquidité à long terme, NSFR, oblige les banques à avoir moins de recours de financement à court terme pour les actifs à long terme. Souvenez-vous, il y avait des banques qui avaient donné des prêts hypothécaires de 30 ans, mais avaient le funding d'un jour pour se financer, ça n'avait aucun sens. Et ensemble, ces exigences réduisent la probabilité que les banques subissent un problème de financement. Et c'est dans ces situations, quand les banques ont un problème de financement, qu'elles pourraient réduire l'accès au financement des ménages et des entreprises de façon excessive. En plus de BAL 3, le Conseil de stabilité financière travaille pour que les banques aient des plans d'urgence adaptés aux situations difficiles. On parle ici des plans de redressement et des cadres de résolution. Et de mon avis, ces plans sont essentiels parce qu'ils nous assurent que le coût pour les contribuables serait minimal. Et dans ces cadres de résolution, les autorités nationales peuvent préserver les opérations essentielles de la banque pour qu'elle se retrouve sa santé. Mais si la viabilité est hors portée, qui peut être le cas, elles peuvent aussi liquider l'institution de façon ordonnée, moins de coûts pour tout le monde. Alors jusqu'ici, j'ai parlé des mesures pour rendre les banques plus solides et améliorer la liquidité des marchés. Maintenant, j'aimerais parler des mesures prises pour rendre les marchés essentiels eux-mêmes plus robustes. Un des marchés les plus importants pour la liquidité de financement est celui des repos sur les titres d'État. Et on a bien vu avec Lehman, je ne sais pas si vous travaillez pour les marchés financiers ou dans les marchés financiers, vous savez qu'avec Lehman Brothers, quand cette institution a été remise en doute, il arrivait tout de suite qu'il n'y avait personne qui voulait négocier avec elle.
et c'est bien normal. Mais c'est quand une banque n'arrive pas à obtenir du financement qu'elle peut demander le remboursement de ses prêts ou réduire ses lignes de crédit. Et si vous êtes de l'autre côté de cette transaction ou ce changement, c'est pas drôle, hein? Et les entreprises, entre autres, en souffrent directement. Une initiative pour améliorer la résilience de ces marchés que je trouve particulièrement intéressante est un service de contrepartie centrale. Et le Canada a développé son propre service de contrepartie centrale qui se trouve à Montréal. On parle d'un centre financier, mais là, et on a l'un ici. La Banque du Canada considère ce service comme un service d'importance systémique. Et ça veut dire que la Banque s'occupe de sa surveillance en collaboration avec les autorités provinciales. Mais quelles sont les implications de tout ça? Mais évidemment, ces interventions des autorités au niveau mondial et national provoquent des changements profonds dans le système financier. Globalement, ces réformes rendent le système financier plus sûr, mais cette sécurité ne vient pas sans coût. Par exemple, les institutions financières doivent prendre des décisions pour repartir mieux leurs fonds propres. C'est normal. Plus les banques ont des actifs, plus ces actifs sont risqués, plus l'exigence de fonds propres va être élevée. Alors, ces coûts supplémentaires pour les banques vont réduire leurs profits ou ces coûts vont être filés à leurs clients, parfois sous la forme de taux d'intérêt plus élevés ou des conditions de prêt plus strictes ou simplement d'une réduction de leurs activités. Et enfin, certaines institutions financières ont réduit leur activité habituelle de teneur de marché pour la négociation des obligations. Aux États-Unis, on a des beaux chiffres alors qui montrent que les stocks des courtiers pour les obligations de société ont diminué de plus de la moitié par rapport à avant la crise. En même temps, les normes de Bâle sur les fonds propres et la liquidité font augmenter la demande pour ces actifs de qualité ou les actifs de qualité en général, comme les obligations d'État. Mais ce n'est pas seulement une question de réglementation. Je sais que vous avez entendu beaucoup de réglementation, mais il y a d'autres choses qui jouent aussi. Et c'est que ces obligations de qualité sont achetées et détenues par beaucoup d'autres institutions. Par exemple, il y a des banques centrales qui stimulent leur économie en achetant les actifs, le quantitative easing. Ça fait un gros effet sur les marchés. Il y a aussi les banques centrales et les fonds souverains qui accumulent ces actifs pour bâtir des réserves. Et est-ce que c'est beaucoup? Mais la réponse est oui. Ces montants sont importants. Les réserves officielles de liquidité internationale ont atteint 11 000 milliards de dollars en 2013. Et ça, c'est 4 fois plus élevé que 10 ans plus tôt. Mais ce que ça fait, c'est que ça réduit le bassin d'actifs qui peuvent être utilisés comme garantie et qui sont disponibles sur le marché de la négociation. Et tous ces facteurs dans leur ensemble peuvent avoir des effets sur la liquidité du marché. Selon plusieurs commentateurs, la liquidité est en train de diminuer sur les marchés obligataires secondaires, surtout pour les obligations de société. Il y a beaucoup d'indices qu'on peut regarder pour montrer ça, comme la taille moyenne des transactions, ou qui est moins grande qu'avant la crise, ou le taux de rotation qui est en baisse. Et même dans les marchés d'obligations d'État qui sont normalement les plus liquides, on voit quand même quelques signes d'une diminution de la liquidité du marché, quoique c'est moins prononcé que sur d'autres marchés. So liquidity is influenced by that, but it's also influenced by the players in the market. And here I'm referring to institutions such as hedge funds that intermediate credit but operate outside the regular banking system. And these types of activity are what we have dubbed the shadow banking sector, le secteur bancaire en parallèle. And despite this ominous-sounding name, shadow banks have an important positive role to play in the economy.
And their influence is growing, though, along with the amount of assets that they manage. They've also introduced a number of new financial products and innovations. Now, in Canada, the shadow banking sector is relatively small when you compare it to other jurisdictions like the US, but we are still closely involved in the international efforts to monitor it because it can create risks that spill over to Canada. So, you know, the Financial Stability Board's been coordinating these efforts, and you may have seen the regular monitoring reports. But we're also participating in the FSB peer review of shadow banking, and I'm leading the team that will conduct that this year. So let me give you an example of the kind of risk that we're looking at, because we think it's worth watching. You know that at the global level, institutional funds are growing. This includes funds like open-ended mutual funds and some exchange-traded funds, ETFs. And some of these funds have a feature where investors can sell or redeem their investment on short notice. And this can be the case even though the assets held by the fund itself are relatively illiquid. And so the salient question here is, what happens if many funds see a large number of investors asking to redeem at the same time? Well, the worry is that the fund managers may not have enough cash holdings and may be forced to incur large losses as they sell assets to cover redemptions. Well, we have some stress tests, and the private sector's done this, that show that fund managers are holding enough cash to cover all but the largest redemption shocks. So that's good. It's far from clear that all investors and savers, however, appreciate the liquidity and redemption risks involved in some funds, and that's a suitability issue. And I'm not trying to paint all these funds with the same brush, but I would say that everyone should be aware of all the risks involved in investing. We often think of counterparty credit risk. We need also to think about liquidity and redemption risks. The bottom line is, with these reforms, the risks of financial transactions, so the risks that are involved in transacting financially, are going to be priced more appropriately, and that's a good thing. It's going to make funding and market liquidity marginally more expensive, though. Weighed against the cost of another crisis, I think it's a small price to pay. So, what's the role of the Bank of Canada in all this? Le rôle de la banque dans cet égard est très important. Elle favorise la stabilité et la résilience des marchés de financement essentiels en temps normal et en temps de tensions financières exceptionnelles. La Banque a publié aujourd'hui même 2 documents de consultation pour expliquer comment elle va ajuster ses opérations sur les marchés financiers et ses politiques d'aide d'urgence. J'aimerais vous parler des points saillants, mais premièrement, j'aimerais vous souligner que ces propositions ne devraient pas être vues comme des indices sur la politique monétaire actuelle ou future. C'est vraiment important, alors je suis tentée de le dire 2 fois, mais c'est bien noté. OK? Mais la semaine prochaine, ma collègue Lynn Patterson, et en passant, le conseil de direction à la banque est moitié femme. Donc, ce n'est pas juste la table d'honneur. Mais elle, Lynn, va faire le tour de nos documents de consultation plus en détail. Mais aujourd'hui, il y a 3 points pour les situations normales sur lesquelles j'aimerais m'attarder. Premièrement, la banque propose de réduire le montant des obligations de référence qu'elle achète pour son propre bilan dans les ventes aux enchères d'obligations gouvernementales. Et ce que cette réduction va faire, c'est de donner aux autres acheteurs du secteur privé accès à une plus grande quantité de titres de référence nouvellement émis. De son côté, la banque on prévoit acheter les obligations gouvernementales dont elle a besoin sur le marché secondaire. Deuxièmement, la banque envisage des changements à son programme de prêt de titres. Ces changements sont importants parce qu'ils vont aider les négociants principaux qui ont besoin d'emprunter les titres des fois et qui contribuent à la liquidité. Et finalement,
la banque a l'intention de créer un programme régulier de repo à terme pour mieux gérer son bilan. On le fait déjà, mais à la fin de l'année normalement, mais là, on a décidé de le faire de façon régulière. Ça va nous aider à gérer nos bilans, mais ça va aussi permettre à la banque de s'informer plus rapidement sur les conditions de liquidité dans les marchés de financement à court terme. Toutes ces mesures dans leur ensemble vont aider les marchés en temps normal, mais il faut aussi être prêt à affronter des situations plus difficiles, extraordinaires. Bon, c'est un temps de calme relatif. Je ne sais pas pour vous autres si ça semble comme ça, mais on dirait que c'est plus calme que c'était en 2007. Alors, pour nous, c'est le moment idéal pour affûter nos outils et les outils qui nous aideraient en période de tension. Souvenez-vous que pendant la crise, la banque a mis sur pied un programme temporaire de repo à terme. Et les négociants principaux canadiens l'ont utilisé pour répondre à leurs besoins de liquidité à court terme. Et tout ça a aidé par la suite à améliorer les conditions de marché. C'était un programme assez important parce qu'il a atteint 42 milliards de dollars à son maximum, qui est une grosse proportion de notre bilan. La banque prévoit créer un nouveau mécanisme conditionnel de repo à terme qu'elle pourrait activer quand les problèmes de liquidité graves touchent l'ensemble du marché. Il pourrait servir aux négociants principaux et, dans certains cas, à d'autres institutions si la banque le juge nécessaire pour la stabilité du système financier. La banque prévoit aussi apporter des changements à son rôle traditionnel du prêteur de dernier ressort, qui est pour les institutions particulières. Comme vous savez, dans ce rôle, la banque agit comme un filet de sécurité. Et pourquoi? Mais c'est pour éviter qu'une pénurie de liquidité dans une institution cause des tensions dans l'ensemble du système. Et nous pensons qu'il est temps de tenir compte des leçons de la crise. On n'a pas revu notre rôle depuis un peu plus de 10 ans. Donc, il était temps. Prenons-nous un peu de recul pour bien comprendre ce qu'on va faire. Traditionnellement, l'aide d'urgence est destinée aux institutions financières qui n'avaient pas accès à des liquidités privées. Alors, mais pas d'accès à la liquidité privée, mais qui étaient néanmoins jugées solvables. Ça, c'est très important. Et comme vous pouvez imaginer, dans une vraie situation d'urgence, il n'est pas toujours évident si le problème est un problème d'insolvabilité ou est un problème de liquidité. Et c'est pourquoi que la banque va maintenant réserver l'aide d'urgence aux institutions qui ont mis en place des cadres crédibles de redressement et de résolution. De cette façon, l'aide va faire partie d'un effort concerté entre les autorités et l'institution en difficulté pour restaurer la viabilité de l'institution. Et si elle n'arrive pas à se redresser toute seule, l'aide d'urgence donnera aux autorités plus de flexibilité. Pourquoi est-ce que les autorités ont besoin de flexibilité? Mais c'est pour la restructurer ou la liquidité en limitant les troubles dans les marchés financiers et les coûts pour les contribuables. Et dans certaines conditions, la banque accorderait une aide d'urgence à des institutions provinciales comme les caisses populaires et les coopératives de crédit et leurs centrales aussi. La banque est également prête à fournir une aide d'urgence pour régler les problèmes de liquidité dans les principales infrastructures de marché canadiennes. C'est essentiel parce que les infrastructures telles que les chambres de compensation prennent de plus en plus d'importance, pas juste au Canada, mais au niveau global. Finalement, la banque est en train de modifier la gamme de garanties qu'elle accepterait en dernier ressort. Comme vous savez, on prête de l'argent seulement sous garantie. Alors, dans ce cas, les prêts hypothécaires pourraient en faire partie si les autres sources de garantie sont épuisées. Bon,
Je précise que ces politiques pour l'aide d'urgence répondent à des situations extrêmement rares. Un peu de perspective, ça fait une trentaine d'années que la banque n'a pas utilisé son mécanisme d'aide d'urgence. So it's time to conclude. A solid economy rests on reliable funding and market liquidity. We learned from the crisis that liquidity can be a fickle friend, and its absence can amplify financial distress. The reforms to date will make the financial system safer. They're designed to lower the risk profile of core financial institutions and to increase the resilience of funding and market liquidity in times of market stress. The transition is challenging market participants, I'm not sure, to adjust their business models to the new reality. J'espère que vous comprenez mieux l'importance de la liquidité pour pouvoir prendre des bonnes décisions financières pour vous-même et pour vos entreprises. À la Banque du Canada, nous allons continuer de favoriser la prospérité économique des Canadiens en renforçant la stabilité et résilience du système financier. Nous ajustons nos politiques de liquidité pour contribuer au bon fonctionnement du système financier en temps normal. Et si jamais une autre période de tension majeure de liquidité survient, nous serons prêts. Si nous faisons tous notre part, le système financier va en sortir renforcé pour le bien de ceux à qui il rend service avant tout. Soit les entreprises et les ménages qui épargnent et qui empruntent. Merci.